Le Cambodge dans les années 60. Le royaume vit alors au rythme joyeux et prospère du Sangkum, cette période tant regrettée durant laquelle le roi Sihanouk, alors au sommet de sa popularité, descend dans l'arène politique et entreprend une série de projets et de réformes qui vont transformer l'ancien protectorat français en une nation prospère. C'est le temps des grands travaux, des universités, des vacances, du rock cambodgien et de l'apogée des arts. C'est durant cette période florissante que naît la petite Katia, alors fille de la bourgeoisie cambodgienne. Oui, je suis issue d'une famille très aisée. Donc, mon grand-père était Premier ministre du Cambodge et 5 fois ministre. Mon père a fait des études en France et à partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à vivre l'enfer. Et cet enfer est tout près, à la frontière vietnamienne, alors que les bombardiers américains opèrent sans relâche le long de la piste Ho Chi Minh qui empiète sur le Cambodge. En 1970, Sihanouk est renversé par Lon Nol, alors allié des Américains. La guerre civile entre le gouvernement et les rebelles Khmer Rouge fait rage. 1975, alors que les Khmer Rouges sont sur le point de prendre Phnom Penh, les Américains partent sans se retourner. Le 17 avril 1975, c'est la chute de Phnom Penh. La ville est évacuée. Ceux qui refusent ou traînent sont abattus froidement. La soi-disant libération de Phnom Penh tourne au cauchemar. Pol Pot prend le pouvoir et plonge le royaume dans une utopie de société fondée sur l'homme nouveau. Les années les plus noires du Cambodge commencent. Et ma vie a basculé à partir du 17 avril 1975, où je me suis retrouvée dans la rue avec ma mère, mes petits frères, ne pas savoir où j'allais en fait. J'ai pas compris. Il fallait marcher. Donc au début, on partait avec une voiture, une mobilette et un vélo. Ensuite, comme il n'y a plus d'essence dans la voiture, donc c'était la mobilette. Et puis après, c'est pareil. On a fini en vélo et comme il n'y a plus de vélo, on a fini à pied. Même si on avait beaucoup d'argent, on ne pouvait rien faire parce que l'argent, ça servait à rien. Donc on faisait du troc jusqu'à mon arrivée en province. Là, il fallait se débrouiller pour manger, même si c'était des feuilles sur les arbres, on mangeait quand même. Donc on se débrouillait pour laver le poterie qui restait, et on les a lavés dans de l'eau, même si c'était rempli de cadavres, mais on n'avait pas le choix. Donc il fallait de l'eau pour cuire du riz, sinon on ne pouvait pas manger. On sortait de Phnom Penh, mais on ne savait pas quelle direction on allait. On allait où les Khmer Rouges nous a dit d'y aller. Donc on est arrivé à une province du Cambodge, la route qui est vers la frontière du Vietnam. On s'est arrêté à ce moment-là. Et donc ils ont décidé de nous distribuer des éléments pour travailler, pour faire les champs. Et l'enfer va durer 3 ans pour Katia et sa famille. Puis, l'espoir va renaître. Ma mère et mon père connaissaient des gens qui étaient très bien placés, mais qui est devenu par la suite, à cause de cette guerre des Khmer Rouges. Mais malgré ça, ils nous ont quand même aidés à fuir le régime Pol Pot et à marcher jusqu'au Vietnam. Et Katia et sa famille vont marcher pendant 1 mois pour arriver au Vietnam, se cachant le jour et voyageant la nuit. Dans un pays qui se relève encore de ses traumatismes de guerre, la petite Katia doit prendre son destin en main comme une adulte.
Ben, je me suis débrouillée toute seule. Donc, au lieu d'aller à l'école, puisqu'on n'avait rien à manger, la nourriture, le riz, quand on faisait à manger, donc on avait une cuillère chacun. On était obligé de partager la nourriture, puisqu'il n'y en avait pas assez. On ne pouvait pas manger. On mangeait pour vivre. On mangeait pas. On vit pas pour manger. Donc, on est obligé de partager ce qu'on avait chaque jour. Et mes grands-parents étant âgés, et mon arrière-grand-mère aussi. Et comme mon petit frère était plus petit que moi, parce qu'on avait quand même 7 ans d'écart, donc j'ai dû travailler partout, sur les marchés. Je ramassais des légumes, je nettoyais le marché. Donc le peu d'argent que je pourrais amener, et on achetait la nourriture pour toute ma famille. Quelque part, bon, je ne peux pas dire que je les ai fait vivre pendant des années, mais pendant 6 mois, j'étais quelqu'un qui faisait vivre mes grands-parents, mon arrière-grand-mère et mon petit frère. Et je ne pouvais pas aller à l'école parce qu'on était trop pauvres. Après 3 ans passés à survivre au Vietnam, la famille a l'occasion de s'exiler en France. Et quand on est arrivé, on avait juste un toit, on n'avait pas de frigo, on n'avait rien. Et le soir de Noël, je me rappelle, on est parti avec mon frère, on a regardé le repas des gens. Et puis on est parti faire des poubelles, à côté des poubelles. Donc on a trouvé des farines périmées, mais bon, c'est pas grave, on les a ramenées à la maison. On a trouvé des vêtements, on les a pris. Et en attendant qu'on soit, inscrit à l'école, puisque quand je suis arrivée en France, j'avais déjà 13 ans et demi, mais pour être scolarisée normalement en France, ma mère a dû baisser l'âge de mon enfance, de mes papiers, puisque les certificats de naissance n'existaient plus, comme on n'avait aucun papier. Donc elle avait déclaré que je suis née en 68 alors que je suis née en 65. Et c'est pour ça que j'ai pu aller directement en CM1. Et comme je suis quelqu'un de très... je suis une battante. Et donc j'ai appris, j'ai été à l'école jusqu'au bout, jusqu'à Bac+2. Et je n'ai jamais redoublé en aucune classe. À partir de 1993, la vie en France devient moins difficile pour Katia et sa famille. La petite réfugiée, devenue une jolie jeune femme courtisée, est toujours battante. Donc on a changé de maison en maison. Et mon grand-père, il a fini par nous trouver un HLM qui est dans le 93 à Épinay-sur-Seine. Et là, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. Et à partir de là, j'ai commencé à connaître le père de mon fils. Donc je suis partie, j'ai quitté Épinay-sur-Seine, donc je suis partie vivre à Sarcelles. J'ai continué à travailler parce que mes études, j'avais fini. Et là, j'ai commencé à acheter ma première maison. Et là, j'ai continué à travailler et j'ai rencontré Jean-Michel par la suite, où je suis restée 21 ans avec lui. Et en fait, à partir de là, tout allait à partir du moment où j'ai rencontré Jean-Michel, tout allait très bien. Pendant 22 ans, la jeune femme s'épanouit et vit probablement les plus belles années de sa vie. Mais le destin frappe à nouveau. Le premier malheur, c'est ma seule famille qui est restée en France, c'était la petite sœur de ma tante, qui est comme ma deuxième mère, puisque à chaque fois quand j'ai des problèmes, c'était envers elle que je me tournais. Elle s'est mariée en France, elle a eu 4 enfants, qui étaient comme mes enfants, puisqu'on partait ensemble en vacances avec mon fils. Et quand ils ont eu un accident de voiture au Cambodge en 2010, ça m'a fait un choc terrible. J'ai eu tellement de mal à m'en remettre, mais je me suis quand même remis avec beaucoup de mal. Mais en fait, je suis quelqu'un de battante, donc je ne baisse pas les bras. Donc je continue parce que j'ai mon fils qui est là, j'ai mes parents, et je continue.
Mais 5 ans plus tard, un nouveau malheur assombrit la vie de Katia. Oui, en 2014, j'ai appris que mon mari avait le cancer et il est décédé en 2015, en mai 2015. Et là, encore une fois, c'est... Oui, je reste toujours une battante, mais c'est très difficile. Je reste une battante, donc c'est pour ça que je voudrais recommencer à zéro. Mais à zéro, pouvoir donner des chances à des enfants d'ici. Parce que je me considère, même si je suis une battante, que j'étais quand même chanceuse. Et il y a pire. Voilà, donc c'est pour ça que je continue à me battre. Lors d'un de ses voyages vers sa terre natale, Katia décide de retourner à Siem Reap, là même où ce terrible accident avait décimé sa famille. Au-delà du traumatisme qu'elle parvient à surmonter, Katia veut aussi comprendre un peu mieux son pays d'aujourd'hui et son évolution. 25 ans après les accords de Paris qui ont permis d'envisager une paix durable, le Cambodge connaît un développement économique prometteur, avec une croissance annuelle proche de 7%. Mais malgré cela, certaines zones du pays restent un peu oubliées du développement, comme ici dans cette maisonnée de Siem Reap, dont l'aïeule est une survivante du régime Khmer Rouge. Katia s'y rend quasiment à l'improviste, pour en savoir un peu plus, pour comprendre un peu mieux son pays. Le contact avec la vieille femme se fait très facilement. Hay năng côn gì á, mình Ở đây bát con ní con pi Con sấy. con sấy nhưng con pi con chẳng ngồi trâu ចា គេនេះដូចថាគេនេះបានជួយគេជួយតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំមកនៅនេះពេលខ្ញុំអត់ស៊ីខ្ញុំទៅសុំម្ដាយមីងខ្ញុំស៊ី ចឹងឃើញចឹងអាណិតឥឡូវខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើជួយអស់គ្នាបានទេ ចៃដល់ស្ងប់បើខ្ញុំខកកូនឯងឲ្យបាពីចោល ខ្ញុំអត់ដែរមីងយ៉ាងទេ កូនខ្ញុំប្រពែណាខ្មៅស្ងោប្រាប់កូនឯងប៉ិនចៅខ្ញុំណាខ្ញុំស្ពីឲ្យចេះត្រីអើយខ្ញុំទូលចេះដល់ក៏ចិត្តទៅរត់ដល់ពុបខ្ញុំទិញដីនេះដីជីណាខ្ញុំលក់ត្រីមកវិញខ្ញុំធ្វើផាត់លក់អុយទៅ ខ្ញុំ ស្ពីឲ្យកូនខ្ញុំរត់ទៅ ខ្ញុំទូលប្រហែលខ្ញុំរែកបានជួយ ខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំអត់កកទេខ្ញុំអត់ហ៊ានឲ្យគេជួយទេខ្លាចគេតែយើងខ្ជិលបានចាំរកគេជួយ ហ៎ក្រន ក្រាន់ លេខម៉ាននៅក្នុងថ្នាក់ 10 ខ្ទង់10 10ហើយម៉ានអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹង 40ម៉ានកូន43 43ហើយនៅលេខ10អីល្អណាស់លេងល្អចាំបងមកបងធ្វើសាលានៅចិត្តនេះចាំអនឡាញទៅរៀននិយាយបារាំងផងនិយាយអង់គ្លេសផងណា បានភីវ ហ៎ ចា ស្រីពេជ្រណាស្រីពេជ្ររៀនល្អស្រីពេជ្រហ៎រៀនល្អអូដេកក្អាយណាគេដេកក្អាយនន់លៀបទៅបើចឹងតបៅងាប់ហើយណា La jeune femme explique à Katia que son mari est ailleurs, qu'il a du travail, mais pas suffisamment pour vivre décemment. អូនឯងធ្វើការនៅណានៅកន្លែងគេញ៉ាំបាយហ្នឹងអត់អីអូនឯងមានធ្វើការអីទាំងអស់ ខ្ញុំនៅអីវ៉ាន់ លក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃណាមានលក់អី នោះលក់ផ្ទះមុខនោះ អូលក់នៅហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែមានគេទិញទេនៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងមានអ្នកណាទិញ មានតែកូនក្មេងតិច កូនក្មេងហ្នឹងមានច្រើនទេ អត់សូវមាន អត់សូវមានទេសាលានៅចិត្តហ្នឹងសាលា សាលានៅខាងតែមក Direction ensuite dans la capitale de la province, en passant par les temples d'Angkor, qui accueilleront 5 millions de touristes en 2016.
La petite capitale provinciale de Siem Reap a changé. Le goudron a remplacé la terre battue des avenues d'autrefois et les cyclobus ont presque disparu au profit des grosses cylindrées. Katia cherche à mieux comprendre pourquoi un tel développement, mais pourquoi un tel déséquilibre. Complètement de extrémiste. Ça veut dire des gens qui sont riches, ils sont très très riches. Des gens qui sont pauvres, ben, ils sont très pauvres. Ils peuvent rien faire, les pauvres. Donc aujourd'hui, je n'arrive pas encore. Je suis revenue au Cambodge, mais je ne comprends pas encore comment ça peut exister, ces choses-là. On ne peut pas vivre comme ça. Vu ce qu'on a vécu en 75, on devrait tous se donner la main et pas aller à gauche et pas aller à droite. On a eu beaucoup de chance que notre pays est en plein développement. Et on n'est pas beaucoup, on est 15 millions dans ce pays. Alors que par rapport aux autres pays d'Asie, il y a 85 millions au Vietnam, 75 millions en Thaïlande. Et je vois d'autres pays qui se développent énormément et rapidement. Et nous, on est à la traîne et les pauvres, ils restent de plus en plus pauvres. Ils ne peuvent rien faire, les pauvres. Ils n'ont aucun moyen. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais si les gens, si l'État, enfin si personne ne les aide, ils ne pourront jamais se remonter. Et les enfants, s'ils n'ont pas une bonne éducation, ben, ils ne pourront jamais non plus réussir. C'est à une dizaine de kilomètres de la capitale que Katia rêve de bâtir un projet éducatif. En fait, ce terrain, il a été acheté par ma mère et par ma tante qui est décédée, que maintenant, ça m'appartient. Et depuis leur décès, depuis 2010, je n'ai jamais revenu sur la route de Siem Reap parce que c'est trop difficile. Et c'est la première fois que je suis revenue ici, c'est parce que j'ai un projet, c'est construire une école. C'est pas parce que le destin nous favorise pas qu'il faut se laisser aller. J'ai beaucoup de chance parce que par rapport à d'autres. Et j'ai toujours adoré les enfants. Parce que j'ai des nièces et des neveux, quand ils me voient, ils me sautent au cou. Et c'est les plus belles choses ce qui reste, c'est les enfants. Et donc voilà, c'est la seule chose que je voudrais aider, c'est leur faire savoir qu'il n'y a pas que... Ils ne sont pas seuls au monde. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de science infuse ni quoi que ce soit, mais tout ce que je peux essayer, tout ce que je peux faire ou tout ce que je peux essayer, je le ferai. Donc on a été voir le terrain ensemble. Donc ce que je voudrais faire, c'est construire une école sur un terrain qui fait à peu près 1800 mètres carrés. Et par contre, il y a de l'eau. Donc il faut voir avec un architecte. Un expert. Ouais, ce qu'on peut construire. En fait, je ne sais pas s'il y a un COS ou pas. Katia retrouve ensuite quelques amis responsables d'ONG ou consultants qui veulent l'aider dans son projet. Superficie au sol. Est-ce qu'ici c'est la même chose? Ouais, on doit respecter bien sûr une limitation, mais en général... C'est construire des écoles pour plusieurs classes. Oui, plusieurs classes, tout à fait. Plusieurs classes pour les enfants entre 5 et 9 ans. Voilà, entre 5 et 9 ans. Donc il y a une classe de CP, CE1, CE2, éventuellement CM1. Et dans cette école-là, je voudrais aussi qu'il y ait une cantine pour que les enfants puissent être nourris. En passant par Phnom Penh, Katia retrouve son amie Hermine Norodom, qui gère un programme d'aide aux enfants défavorisés des bidonvilles. J'ai monté une association en partenariat avec Shantytown Spirit Cambodia parce que au début, donc je faisais partie du Better World
qui est en Inde, qui s'occupait de l'environnement et de l'économie sociale. Et après, avec des discussions avec de la famille royale et tout ça, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas vraiment l'humanitaire dans ton pays? De toute façon, j'étais prête à faire de l'humanitaire. De toute façon, je ne peux pas faire autre chose, c'est fini. J'ai plus la niaque pour faire des choses pour moi. J'ai envie de faire du bien, d'aider les enfants, parce que j'ai toujours adoré les enfants, parce que de toute façon, l'avenir, ça commence par les enfants, par l'éducation qu'on peut leur donner. Et on ne m'a pas spécialement éduquée. Je me suis éduquée moi-même, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose que moi. Et donc, il faut quand même donner la chance à chaque enfant. Quand je les vois, ces enfants pauvres ici, ils ont constamment le sourire, même s'ils sont pauvres, même s'ils n'ont pas de chaussures, même s'ils ne se lavent pas. Même s'ils n'ont pas assez pour manger, même s'ils ont ils sont maigres, ils sont mal nourris, mais ils ont toujours le sourire. Et depuis, à chacun de ses voyages au Cambodge, Katia retourne au bidonville de Brang Trabek pour rendre visite aux enfants pour qui elle s'est prise d'affection. L'arrivée de Katia ne passe d'ailleurs jamais inaperçue, et les enfants sont nombreux à se regrouper rapidement autour d'elle, sachant aussi qu'elle vient toujours avec quelques surprises. Mais Katia tient également à emmener les enfants hors de leur bidonville, pour leur donner autre chose, leur proposer une petite sortie. À tour de rôle, elle propose à plusieurs d'entre eux de faire une sortie. Ce sera à la pizzeria ou au parc de jeux pour enfants. Aujourd'hui, ils sont 5 à venir avec Katia au centre commercial Aeon, vers un monde totalement différent du leur. Pour certains, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans ce genre d'endroit, dans ce complexe commercial récent, qui ravit les enfants, mais montre aussi combien le Cambodge est le pays des extrêmes. Une des raisons qui ont probablement poussé Katia à participer au programme Shantytown Spirit, mené par son amie Hermine Norodom. Et de retour au bidonville, Katia s'attarde de longs instants avec ses petites protégées, dont une qu'elle a choisi d'adopter, car elle lui rappelle ô combien la petite réfugiée qu'elle était il y a plus de 40 ans.